Bienvenue, bienvenue à tous. Veuillez nous excuser pour ce petit retard. Je vois qu'on continue de rentrer. Voilà, nous allons à présent évoquer l'étude Connect Attitude 2014 du Syndicat national de la communication directe. Alors cette étude est inédite. Elle a l'originalité de prendre en compte à la fois le comportement des internautes en mobilité et également sur les réseaux sociaux. Alors je vous présente nos deux intervenants. Hervé Pépin, responsable de l'atelier Mobilité et médias sociaux et président de Conscient Networks. Bonsoir. Et Géraud Awanjinou, responsable e-collect pour Médecins du Monde. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. On va vous présenter ce soir une étude toute neuve, toute fraîche, donc qui s'appelle Connect Attitude et qui en est à sa première édition. Sa première édition donc en 2014. Sa vocation, c'est d'essayer d'avoir une vision un peu globale sur deux révolutions qu'on a tous en tête. Il y a à peu près 30 millions de mobinautes déclarés ou constatés en France, 43 millions de socionautes, avec une part croissante, on le verra tout à l'heure. Je veux bien que vous remontiez un petit peu. Une part croissante d'usage en commun. Il y a une très forte convergence, on le verra spécifiquement par rapport à certains réseaux sociaux qui sont autant des apps, si ce n'est plus des apps que des réseaux sociaux. Et tout cela, de manière, somme toute, assez rapide, a créé sur une partie des consommateurs une agilité de comportement qu'on a décidé de définir comme Connect Attitude. Ça aura des impacts et des opportunités sur la vie des organisations sur le web et sur les relations que ces organisations ont avec leur public. Donc moi, je vous en parlerai au double titre de président d'un groupe de marketing digital qui s'appelle Conscient Networks et d'administrateur du SNCD et de la DTEM. Et Géraud viendra de son côté nous apporter son œil de marketeur. Le fait est que Géraud est responsable de la collecte sur Internet au sein de Médecins du Monde, mais vous verrez que ces retours d'expérience qui sont le fruit d'une vraie curiosité et de nombreux tests et de succès et parfois de déception. Ces retours d'expérience, ils sont tout à fait transposables à l'univers marchand parce que c'est d'abord les comportements de nos cibles qu'on va essayer de mieux comprendre. Très rapidement, cette étude Connect Attitude, c'est en fin de compte, elle a un papa et une maman. Son papa, c'est l'atelier réseaux sociaux qui avait été créé par ce même SNCD en 2011. Sa maman, si on peut dire, c'est l'atelier mobilité qui avait été créé en 2012. Ces deux ateliers, pendant un temps, ont suivi leurs travaux en parallèle. Et on a décidé, en début de cette année, de les fusionner pour avoir cette fameuse vision globale et convergente de ce que le social et le mobile changent dans la relation client sur le web. Au sein de cet atelier Connect Attitude, on a différentes sociétés membres du SNCD. Au-delà de Conscient Networks, on a AID, NSP, Cabestan, La Poste, Experian Marketing Services et Celigion qui ont, comme les années précédentes, mis les mains dans le cambouis, œuvré pour que cette étude soit une réalité. Et puis on a également des entreprises partenaires. C'est une enquête auto-administrée le résultat d'une enquête auto-administrée qu'on va vous dévoiler. Et cette enquête auto-administrée, elle s'est faite à la base sur des fichiers d'internautes, de cyberconsommateurs, de donateurs, de différents partenaires venant du fundraising, venant de l'e-commerce, venant des médias, venant du retail. On en a quelques-uns ici, c'est des secteurs tout à fait diverses, des entreprises de différentes tailles qui nous ont confié ponctuellement, dans le cadre de cette étude, une partie de leurs fichiers clients pour qu'on adresse le questionnaire et qu'on ait cette variété de comportements à analyser. En termes strictement méthodologiques, on va être sur à peu près, comme chaque année d'ailleurs, sur un échantillon représentatif et redressé assez important de pas loin de 9400 personnes, qui sont des mobinautes inscrits à au moins un réseau social parmi tous ceux dont on va vous parler,
Je vous l'ai dit, le mode de recueil, c'était un questionnaire en ligne qu'on a réalisé naturellement sur Internet en date du 18 juillet 2014. Et le redressement s'est fait traditionnellement sur sexe, âge et CSP en utilisant le référentiel médiamétrie des observatoires des usages Internet dans son édition du premier trimestre 2014. Le profil des répondants, je ne vais pas forcément les détailler. Cette présentation, vous pourrez la retrouver sur le slide share du SNCD, j'imagine, Nathalie. Dans quelques temps, si vous avez des questions ou que vous souhaitez la recevoir, on est naturellement à votre disposition. On est sur une typologie de répondants qui n'est pas spécialement marquée. Toutes les générations sont présentées. Toutes les CSP et également les tailles de foyer. Tout ça, c'est naturellement le profil post-redressement qui va concerner la réponse qu'on va détailler tout à l'heure. Quand on est en phase de technologie qui évolue assez vite, on rentre toujours traditionnellement par une tentative de mesure des usages. L'exercice un peu difficile de cette année, pour la première édition, c'est de mesurer de manière croisée des usages par rapport aux réseaux sociaux et des usages par rapport aux réseaux sociaux sur le mobile. On sait que, et c'est l'une des raisons d'être de cette étude, et le prochain slide va nous indiquer, on sait que de plus en plus, les réseaux sociaux sont fréquentés via des mobiles. On peut même penser que c'est l'un des premiers usages Internet en mobilité. Ces chiffres-là, j'imagine que partie d'entre vous les a vus, viennent d'une boîte d'études qui s'appelle Statista et ont été publiés par le Wall Street Journal. Ce sont des chiffres de fréquentation des réseaux sociaux aux US en termes de temps passé, suivant deux supports. Tout ce qui est bleu, c'est le bon vieil ordinateur fixe, et tout ce qui est orange, c'est les connexions via les mobiles. Et donc, on voit notamment qu'un Facebook, je vous en prie, il n'y a pas de problème, un Facebook a les 2/3 de son trafic aujourd'hui, et c'est des chiffres qui datent de 6 ou 8 mois, donc ça a probablement évolué depuis. Un Facebook a 2/3 de son trafic qui vient des mobiles, Twitter quasiment 90%. Instagram, dont on parlera tout à l'heure, seul 2% de son trafic s'effectue via des PC. On est aux États-Unis. LinkedIn est l'exception qui confirme la règle parce qu'il reste très majoritairement bénéficiaire d'un trafic venant du PC, bien qu'il ait une appli. Pinterest, Tumblr, Vine et a fortiori Snapchat. On va mettre Tumblr de côté, mais à peu près tous les autres voient une proportion majoritaire, voire pour certains d'eux une quasi-totalité de leur trafic qui passe par le mobile plutôt que par le PC. Donc Social loves mobile aux États-Unis, mais en France aussi. En France aussi parce que d'une année sur l'autre, alors on n'est pas vraiment strictement dans une étude barométrique parce que, vous l'avez compris, Connect Attitude est un nouveau questionnaire administré sur des populations qui ont un petit peu évolué par rapport aux travaux des deux ateliers précédents. En revanche, si on compare, dans une logique juste et stricte de comparaison, pas strictement barométrique, les réponses qu'on avait l'année dernière et celles qu'on recueille cette année, quand on pose la question aux répondants sur le canal qui a leur préférence pour se connecter à des réseaux sociaux, le PC recule de 8 points, le smartphone bondit de 16, la tablette talonne le PC avec une progression absolument record de 52 points. C'est sans doute lié aux mini-tablettes ou aux phablettes qui sont de plus en plus des doudous numériques. Et même la fameuse télé connectée, ou la télé connectée à une box, il y a toujours un vieux débat là-dessus, hein. Mais même la télé devient un support dont on sert pour se connecter sur les réseaux sociaux. La fameuse logique du multi-écran, c'est pas un scoop, elle est complètement en train d'exploser. Et quand on regarde les progressions très fortes qu'on a sur ces chiffres d'une année sur l'autre, quand on parle d'explosion, c'est véritablement ça. Ça va extrêmement vite. Ces chiffres vont peut-être être un petit peu difficiles à décrypter. Je le répète, si vous avez besoin de détails sur ces chiffres, n'hésitez pas
vous adressez à nous. L'élément intéressant que vous voyez, la grande barre rose que vous voyez largement dépassée du graphique, c'est simplement le poids du smartphone dans les connexions à un ou plusieurs réseaux sociaux plusieurs fois par jour. 52% des gens qui se connectent plusieurs fois par jour sur leurs réseaux sociaux le font via smartphone. Vous me direz, c'est un peu le problème de la poule et de l'œuf, certes. Maintenant, en termes de temps passé sur Internet, ça a une vraie conséquence puisque le smartphone booste le temps passé sur Internet avec une porte d'entrée assez régulière. C'est lié aussi aux notifications que les gens acceptent bien. Une porte d'entrée assez régulière qui est celle des réseaux sociaux. L'incontournable et l'indétrônable Facebook. Facebook, l'année dernière, semblait se tasser un petit peu. Alors, est-ce un effet ou non de son application mobile et des différentes versions qu'il y a eu? Mais il avait perdu à peu près 2 points. Il était tombé à 93% des répondants qui se déclaraient membres sur la population étudiée l'année dernière. Ces 2 points sont rattrapés et on a aujourd'hui 95% des répondants qui disent « Oui, je suis membre peut-être de plein d'autres choses, mais je suis encore et toujours membre de Facebook ». Donc Facebook, allez, disons qu'il est quasiment stable en position non pas de monopole, mais en position de majesté très affirmée. Ce qui ne veut pas dire que les autres réseaux sociaux ne progressent pas, loin s'en faut. On voit de très fortes progressions sur Google+. On parle là d'inscrits. On sait que Google+ a un tout petit peu tendance, enfin que Google a un tout petit peu tendance à forcer la main à ses utilisateurs pour que, quel que soit le service Google utilisé, on ouvre de manière quasi systématique un compte sur Google+. Donc les progressions augmentent. C'est l'exception de Google+. Ça ne veut pas dire que le temps passé sur Google+ augmente, mais les inscriptions sur Google+ ont fortement cru d'une année sur l'autre. Twitter poursuit sa progression, même que LinkedIn qui a aujourd'hui très confortablement dépassé Viadeo. Le petit Foursquare qu'on suit depuis le départ, lui, reste scotché à ses 3% de part de marché d'année en année. Par contre, on voit, c'est une application, c'est un réseau, mais on voit Instagram progresser très fortement et Pinterest, qui est moins fait pour le mobile, mais qui connaît malgré tout une belle progression, suivre cette tendance. Et puis on a fait rentrer dans l'étude 2 petits nouveaux qui sont de fait des réseaux sociaux et des apps. Alors on peut les mettre devant ou enfin on peut les considérer comme des réseaux sociaux strictement sur mobile ou comme des apps avec des fortes capacités sociales. Mais le fameux WhatsApp est à 25% et d'utilisateurs déclarés parmi les répondants. Et Snapchat est à 20%. On pourrait y voir, si on compare en plus avec la très forte progression d'Instagram, on pourrait y voir, en termes d'inscription et d'usage, une prime à la mobilité. Un rôle évident qu'ont des applications taillées pour le mobile pour booster, et des vrais services, par ailleurs, apportés par ces réseaux, pour booster la croissance en termes d'inscrits. Ce n'est pas tellement l'objet de la conférence, mais il faut savoir qu'un WhatsApp, par exemple, dans certains pays, je pense notamment à certains pays africains, dans certains pays où l'infrastructure télécom n'est pas du tout au niveau de ce qu'on voit en Occident, clairement, un Snapchat est devenu un concurrent des opérateurs locaux, tout simplement parce qu'il fonctionne et qu'il ne présente pas les impacts en coût que l'opérateur de télécom traditionnel ferait supporter à son client. On observe depuis le début de nos travaux, on observe les inscriptions parce qu'on voit la vague monter. On se dit, tiens, peut-être qu'un jour, les médias en parlent assez régulièrement, les suicides Facebook, les choses comme ça. Et on se dit peut-être qu'un jour, cette vague, ce tsunami va refluer. Ce n'est pas le cas, le taux d'inscription il est stable. On a toujours à peu près, année après année, 25% des répondants qui disent « oui, je me suis déjà désinscrit dans le réseau social ». En règle générale, la première victime de ces désinscriptions, c'est l'incontournable Facebook. On sait la mauvaise presse que Facebook a régulièrement dans les médias par rapport notamment aux questions de confidentialité ou comme aux problématiques récentes
qu'on voit aujourd'hui sur le dénigrement ou le harcèlement directement sur Facebook. Donc Facebook pâtit toujours de ça. Twitter, peut-être un peu aujourd'hui pour les mêmes raisons, et peut-être aussi par rapport au fonctionnement très particulier de Twitter qui peut rebuter certains de ces utilisateurs qui n'ont pas complètement pris l'outil en main. Twitter arrive en deuxième, mais comme vous voyez, chacun est servi, et tous les réseaux sociaux ont vu des inscriptions devenir une réalité. Un phénomène qui nous intéresse en tant que gens de marketing, c'est naturellement la fameuse fanitude, ce néologisme qu'on a créé il y a quelques temps. Le simple fait de trouver naturel, légitime et presque normal de suivre sur les réseaux sociaux différentes marques. Il faut savoir que depuis, c'est très stable, depuis 3 ans, on a 40% des gens qui déclarent être fans d'une ou... alors fan au sens générique, ça peut être follower sur Twitter, abonné sur Google+, ou sur Pinterest. Mais on a toujours ce même taux, à peu près de 40% des gens qui déclarent être fans, pour un terme générique, d'une ou plusieurs marques sur un réseau social ou un autre. Sur un réseau social, ou un autre, pardon. Ce qui est intéressant, c'est plutôt le chiffre de droite que je vais vous souligner. Ce qui est intéressant, c'est ces fans, c'est qui ? Pourquoi devient-on fan d'une marque ? Et en clair, qu'est-ce qu'une marque peut faire de ses fans ? D'année en année, je crois qu'il y a 3 ans, la proportion déclarée était à 38%. Puis ensuite 66%. Puis ensuite 83%. Cette année, c'est 88%. Des gens qui disent oui, si je suis fan de telle ou telle marque, c'est parce que dans la quasi-totalité des cas, j'en suis client. Alors ce chiffre qui évolue, qui continue à évoluer, pose vraiment des questions en termes de stratégie social media, parce que pendant un certain temps, les marques ont pensé, voire ont espéré s'adresser au sein de leur communauté sociale à des prospects. Pas de chance. C'est clairement, et de plus en plus, à des clients qu'on s'adresse quand on administre des pages sociales. Et on a vu simplement une toute petite progression sur le nombre de pages supérieures à 5 suivies. Il y a d'année en année, par agrégation, de plus en plus de pages suivies pour un même individu qui est fan, même si cette progression est sensiblement plus lente que la part des clients parmi les fans. Ces chiffres-là, ça fait un moment qu'on les voit aussi, on essaye de comprendre qu'est-ce qui motive tel ou tel consommateur à devenir fan. Est-ce tout à fait sincère ? Est-ce un peu orienté depuis toujours ? L'attachement à la marque, la sympathie envers la marque était et encore la première raison citée. Ce qui est intéressant de voir, c'est que d'année en année, elle a un peu tendance, cette raison, à refluer. Elle était, de mémoire l'année dernière, à plus de 72-74%. Le contenu était plus fort aussi. Et ce qu'on voit très clairement, c'est que le fait de participer à un jeu, de profiter d'une offre commerciale dédiée à telle ou telle communauté et réservée aux fans, sont des vrais motifs pragmatiques de rejoindre une communauté de fans. On verra aussi que ces éléments très pragmatiques, on le verra un peu plus loin, on peut peut-être passer au slide suivant, ces éléments très pragmatiques répondent aussi à des attentes elles-mêmes très pragmatiques. C'est une donnée qui nous laisse un peu perplexes parce que cette année, elle a complètement bondi. Quand on pose aux répondants, enfin aux gens dans le questionnaire, cette question, est-ce que vous êtes devenu client d'une marque grâce aux réseaux sociaux ? Attention, pas par les réseaux sociaux ou sur les réseaux sociaux, mais grâce aux réseaux sociaux. Cette proportion qui était de 12% à l'origine et qui a cru, a aujourd'hui bondi. On a un tiers des gens qui disent oui, je suis devenu nouveau client d'une marque
grâce à un réseau social. Est-ce que c'est en se confrontant à du contenu? Est-ce que c'est en étant capté et fidélisé ensuite par un jeu concours? Est-ce que c'est par un événement local, une invitation? On n'a pas forcément beaucoup d'items pour répondre à ces questions-là, mais cette proportion qu'on va naturellement surveiller est en forte augmentation. On sait naturellement, pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées, que les réseaux sociaux ne sont pas spontanément un canal d'acquisition de nouveaux clients, puisqu'on va majoritairement y trouver ses propres clients. Maintenant, ils ont néanmoins leur place dans les canaux d'acquisition, et ça va être intéressant de voir comment ces 34% se répartissent cette année. Enfonçons une allègre porte ouverte. Les réseaux sociaux ont donné la voix aux clients et sont des lieux de conversation. Sur les résultats de cette année, on a un peu moins de gens qui déclarent avoir déjà posté un avis ou une recommandation, ou une critique d'ailleurs, sur une marque. C'est un chiffre qui est en tassement de 7 points. Donc on a à peu près 30%, enfin 28% des gens qui déclarent avoir déjà posté un avis. Quand on leur demande, mais c'était quoi, sur quel aspect de votre achat portait cet avis, en règle générale, ils vont citer l'utilisation du produit, très bien, mais d'abord la qualité de service, la livraison, le transport, le SAV. On le sait, hein, pour certains d'entre nous qui sont un peu familiers ou usagers des problématiques d'e-réputation, et notamment dans l'univers de l'e-commerce, le point qui peut faire tous les succès ou au contraire être un vrai caillou dans la chaussure en termes d'e-réputation, c'est le point prosaïque de la livraison, du transport, du respect des délais. Et rien n'est plus, dans notre univers, dans cet univers, rien n'est plus emmerdant, si vous nous passez l'expression, qu'un client qui se lâche sur les réseaux sociaux, parce que le service client ou le SAV n'a pas pu ou pas su répondre à sa demande dans les délais que demandait ce client. Alors, autre surprise, donc, on le répète, le chiffre précédent, il y avait 28% des gens qui disent « oui, j'ai déjà posté un avis ». Et quand on leur demande s'ils sont prêts à recommander carrément une marque, 67% disent « mais oui, bien sûr, pas de problème ». Quand on leur demande « et pourquoi recommanderiez-vous cette marque ou cette entreprise ?» Là encore, on va voir sur le haut des chiffres, on va voir une très forte dimension de services et de services extrêmement pratiques. Hein. Le retour colis qui apparaît pour 47% des raisons à recommander une marque, le bon SAV qui talonne quasiment la bonne expérience d'achat, sont des éléments, quelle que soit la manière dont ils sont libellés cette année, c'est constitutif d'une expérience client aujourd'hui, dès l'instant où le web est concerné, et a fortiori, dès l'instant où on est dans une logique d'e-commerce, le service, toutes les composantes du service client, tout ce qui va toucher à la garantie de livraison, tout ce qui va toucher au respect des délais, tout ce qui va toucher à l'information, tout ce qui va toucher à la proactivité du service client au sens large, y compris sur les réseaux sociaux, tout ça va être la clé de lecture pour le consommateur qui va séparer une bonne marque, une bonne entreprise d'une mauvaise. Mais je pense que de ce point de vue-là, les e-commerçants qui sont dans la salle ne doivent pas forcément apprendre grand-chose. Et ces avis clients, bien sûr, ils ont quelques impacts, puisque quand on demande aux répondants si, en règle générale, ils tiennent compte des conseils et des recommandations postées par les autres internautes avant un achat, et oui, à 70%. Et quand on leur demande quelles sont les sources où ils vont accorder de la crédibilité à ces avis, là, pour le coup, les réseaux sociaux ne sont pas très bien placés. Les sites spécialisés, en clair, les sites d'avis clients ou les comparateurs recueillent, et c'est normal, le plus fort coefficient de crédibilité, suivi des avis clients sur le site de la marque. Et les réseaux sociaux arrivent bon dernier avec simplement 13% de préférence. Les réseaux sociaux, on le sait, c'est des lieux de conversation, donc c'est des lieux où il y a du bruit. Il y a de plus en plus de gens sur les réseaux sociaux. Donc il y a de plus en plus de bruit, les conversations sont de plus en plus, entre guillemets, déstructurées.
malgré les nouveaux algorithmes que les réseaux sociaux mettent en place régulièrement pour améliorer la pertinence des contenus proposés à chacun de leurs utilisateurs, pour améliorer aussi la justification qu'il y a à acheter de la pub pour être sûr qu'un contenu deviendra visible. Donc voilà, cette réponse-là, pour le coup, est assez logique. Ce sont sur les sites dont c'est le métier qu'on va accorder le plus de crédibilité aux avis clients. Parlons un peu du mobile. Le mobile, on l'avait vu l'année dernière sur les travaux de l'atelier mobilité, le mobile est de plus en plus utilisé comme outil d'information pré-achat. Ça peut être pour chercher des avis, comme on peut le faire sur d'autres outils web, des informations complémentaires, comparer les prix notamment avec les applis qui permettent de scanner les codes barres. Et pour le coup, le mobile est de plus en plus. On verra ce que Apple Pay donnera dans quelques temps, mais le mobile est déjà de plus en plus un canal, entre guillemets, naturel pour aller jusqu'au bout de l'achat. Je veux bien que vous remontiez juste, pardon, pour aller jusqu'au bout de l'achat. On a, c'est toujours pas une majorité, mais on a 49% des gens qui disent « Oui, j'ai déjà acheté avec mon mobile, j'ai déjà acheté sur mobile ». Pour ceux-là, 82% ont payé... c'est 82 ? C'est bien 82, pardon. 82% déclarent avoir payé une carte bancaire. Ce qui est intéressant, c'est de voir également les portefeuilles électroniques à hauteur de plus de 30%. Donc les solutions, pas simplement à la PayPal, mais précisément les solutions de portefeuille électronique dont Apple se fait aujourd'hui l'apôtre, c'est tout à fait intéressant à suivre. Et les nouvelles fonctions ajoutées en termes de paiement sur la nouvelle génération des mobiles, c'est clairement, on le sait, un élément à suivre. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la légitimité de payer avec son mobile sur un site internet en donnant simplement son numéro de carte bancaire, c'est déjà une réalité et ça va être de plus en plus non seulement une réalité, mais une évidence au fur et à mesure que d'autres moyens de payer avec son mobile vont se développer. Naturellement, on n'a pas forcément fait de slide là-dessus, mais quand on demande aux gens, OK, mais si vous n'avez pas fait d'achat sur votre mobile, quelles étaient les raisons? La première raison, c'est « Ah, j'ai peur d'une fraude à la carte bancaire ». Il n'y a pas de scoop. La deuxième raison, c'est « Ah, c'est vraiment pas facile parce que le site sur le mobile, il ne s'affiche pas bien. » Donc c'est toute la problématique des sites, notamment des sites transactionnels et marchands, qui ne sont pas passés ou pas suffisamment bien passés au responsive, ou des sites qui ont une version mobile qui est un peu désynchronisée par rapport à la version desktop, et donc le catalogue, entre guillemets, et le parcours d'achat est cassé. Mais au-delà de ces objections, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le mobile comme outil de paiement est en train de devenir quelque chose d'assez naturel. Est-ce que vous voulez faire intervenir M. Awoundji D'abord, bonsoir. Ça pourrait étonner de voir quelqu'un du secteur qualitatif intervenu dans ce haut lieu du e-commerce et du tout connecté. C'est la deuxième fois. J'ai accepté avec grand plaisir l'invitation d'Hervé Pépin pour découvrir en primeur ces chiffres de cette étude à laquelle nous participons depuis 2 ou 3 ans. En tout cas, le secteur participe depuis le début. Donc, nous mettons aussi en commun nos bases. Il y a AIDS, Médecins du Monde et je crois la Fondation de France. Et donc, les questions qui se posent sur le secteur e-commerce que nous suivons de très près se posent aussi pour nous. Parce qu'on n'est pas sur de la vente matérielle, mais on est sur du don qui a une mécanique très très proche. Donc, je ne sais pas si mes slides vont suivre en même temps, mais je reviendrai ici sur là où nous en sommes.
dans le secteur, et vous verrez, et je parlerai aussi des problématiques que nous partageons. Donc, Malheureusement, non. Ah, c'est la suite, ok, pardon. je peux essayer de... Oui, si je reprends rapidement la parole, Géraud, on va peut-être très vite parler de trois attentes qui peuvent être intéressantes, parce qu'une fois qu'on a mesuré les usages, c'est assez intéressant aussi d'essayer de se remonter. Voilà. C'est aussi intéressant. Non, c'est bien. C'est cela? Ouais, absolument. Merci. C'est bien aussi de considérer les attentes. Mais effectivement, ton expérience, on est dans des métiers où parfois on a un peu tendance à sursectoriser et à considérer que l'e-commerce, enfin le marchand et le non-marchand, pour employer des termes un peu critiques, n'ont rien à se dire. Nous, dans l'agence que je dirige, on travaille à parité pour des entreprises d'e-commerce, petites, grandes, moyennes, et pour des ONG et des fondations, petites, grandes, moyennes. Et croyez-moi, ce qu'on vit tous les jours, c'est que le marchand et le non-marchand, sur Internet, et dès l'instant où on parle de tunnel de conversion, de parcours client ou donateur, et de parcours utilisateur, elles ont tout à se dire parce qu'à date, elles partagent, pour la quasi-totalité d'entre elles, exactement les mêmes problématiques. Et c'est de ça dont Géraud nous parlera tout à l'heure. Pour revenir rapidement sur quelques attentes qu'on a mesurées au sein de l'étude Connect Attitude, quand on pose aux gens les questions « Qu'est-ce que vous attendez d'une marque sur les réseaux sociaux ?» Là encore, c'est une question qu'on pose depuis des années et on voit ce qui est intéressant, c'est la manière dont chacun des items de réponse progresse plutôt que la question en elle-même. Ce qu'on voit graduellement, pendant très longtemps, ça a été un meilleur service client, une plus grande réactivité du service client. Cet item reste toujours assez fort, mais on voit remonter, effet de la crise ou pas, la bonne vieille réduction commerciale, le bon vieil avantage ou invitation. Des éléments extrêmement factuels. Et tout cela est assez logique. N'oublions pas que 88% disent « je suis client de ces marques ». En tant que client et a fortiori en tant que fan, j'ai envie d'être reconnu. Et j'ai envie d'être reconnu pour être gratifié, pour ne pas être simplement un client comme les autres. Quand on demande si leurs attentes, telles qu'ils les expriment, sont satisfaites par les marques aujourd'hui dont ils sont fans, ben non, en général, il y a toujours des déceptions. Et si on observe les bars bleu clair qui sont le plutôt pas d'accord et l'orange, on voit que par rapport aux bonnes vieilles réductions qui étaient assez fortement poussées, il y a des déceptions qui sont à l'œuvre. Tout ce qui est contenu, la réponse est bonne. Il y a eu de fortes progressions en termes de qualité du service client. Donc on peut dire bravo aux community managers qui sont devenus des gens de service client ou aux gens de service client qui sont devenus des community managers. Mais pour le coup, il y a eu des vrais progrès réalisés sur les 1 an et demi, 2 ans passés sur ces items-là. Par contre, en termes de dimension marchande, littéralement, et promo dans les communautés, il y a encore des attentes insatisfaites. Petit focus sur la publicité. On l'a dit, les algorithmes de pertinence des réseaux sociaux ont aussi, très bizarrement, pour vocation de vendre plus de publicité et de faire acheter aux annonceurs de la publicité pour qu'ils aient la certitude que tel ou tel contenu soit vu dans les timelines. Cette publicité, elle n'a jamais été très bien perçue. Elle n'a jamais été par les internautes ou par les mobinautes. Elle n'a jamais été perçue comme très utile. Elle n'a jamais été perçue comme non intrusive. Cette année, ce qui est intéressant, c'est de voir de quelle manière elle est perçue suivant le support. Elle est, comme vous le voyez, elle n'est pas vraiment utile. Elle n'a jamais jugé véritablement utile. Par contre, une dimension qui nous a frappé notamment sur la 3e colonne, l'intrusivité varie en fonction, le sentiment d'intrusion et d'intrusivité varie en fonction du support. Et l'intrusivité semble beaucoup plus forte sur les mobiles, notamment quand on est sur l'appli mobile du réseau social en question, beaucoup plus que
quand on est simplement sur la version navigateur de son mobile et qu'on surfe sur un Facebook ou sur un Twitter. Voilà, là encore, ça fait partie des chiffres à suivre sur la durée. C'est un fait que la publicité sur les réseaux sociaux, quand on en parle aux consommateurs, elle n'a jamais semblé très pertinente, elle n'a jamais semblé très utile, elle n'a jamais semblé très efficace, elle a toujours un peu semblé intrusive. Le fait est néanmoins qu'on sait tous qu'aujourd'hui, elle est indispensable à la visibilité et qu'elle crée le succès de tous les réseaux sociaux qui l'adoptent comme seul et unique modèle économique. Et quasiment tous les réseaux sociaux en sont là aujourd'hui. Petit focus rapide sur le m-commerce. On l'a vu, le smartphone devient de manière assez naturelle, ou est promis à devenir de manière assez naturelle, un outil de transaction, un outil d'achat. Cette année, on a posé des questions un peu sectorisées pour voir s'il était très clivé, les types de produits qu'on était prêt à acheter sur un smartphone. Et comme vous le voyez, c'est de moins en moins clivé, à part évidemment automoto. Oui, ils ne sont pas légion à dire qu'ils achèteraient bien directement leur moto ou leur voiture sur un smartphone, mais à peu près tous les secteurs de consommation sont présentés, au-delà des produits culturels qui étaient très clairement surreprésentés il y a encore quelques temps. Je crois qu'on a fait le tour. Je suis un peu navré parce que on n'a qu'une heure, c'est du saupoudrage, vous l'imaginez. Les chiffres issus de ces 10 000 répondants, ils sont juste absolument colossaux. Donc on a essayé d'en piquer une petite dizaine qui peut être intéressant. Maintenant, au-delà de ce que nous disent les répondants, ce qui est intéressant, c'est quelles pratiques on en tire et quelles bonnes pratiques. Et Géraud, je te passe la parole pour que tu nous fasses part de tes... Merci, Hervé. Je vais me mettre de ce côté et rester debout. Je n'aurai pas la prétention de vouloir donner des bonnes pratiques à d'éminents professionnels du marketing, mais on voit que les usages nous donnent des coups de pied dans le derrière et nous amènent toujours à nous recaler et à être au rendez-vous si nous voulons faire des chiffres et si nous avons des objectifs. Disons que dans notre secteur, principalement du secteur qualitatif, vous m'entendez ? Merci. Nous sommes sur le digital en général et sur les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer, avoir de la visibilité sur nos actions, de la notoriété, mobiliser parce que nous voulons avoir des communautés qui soutiennent nos causes, dans un but de plaidoyer, de changement de comportement, de changement de politique. Nous voulons collecter, donc aller trouver la générosité du grand public pour qu'on puisse financer nos missions sociales. Et nous utilisons aussi ces canaux pour pouvoir faire de la veille, surveiller notre réputation. Et les défis que nous partageons avec vous en général, c'est le défi d'adaptabilité multi-support. Donc, comment est-ce que les internautes, nos sympathisants, nos donateurs peuvent pouvoir se connecter, avoir nos informations sur tous les supports au bon moment. Donc, le défi d'avoir des supports responsives, le défi des interfaces et de l'expérience centrée sur l'utilisateur, donc de l'expérience utilisateur. Le défi de la traçabilité pour pouvoir engranger les bons chiffres, les analyser pour tirer les indicateurs qu'il faut, qui nous permettent donc de toujours orienter nos investissements en marketing. Et enfin, le défi de l'interopérabilité des systèmes, de nos différentes plateformes, mais surtout, comment faire en sorte pour que désormais ce soit Google qui soit notre page d'accueil. Pour faire simple. Dans le secteur, on remarque, dans le secteur qualitatif, qu'on essaye d'être présent sur le plus de réseaux possible, en fonction donc de la stratégie de chaque association. Mais je liste là un peu les réseaux, les plateformes sur lesquelles nous sommes, avec une approche éditoriale précise, particulière par réseau, type de réseau. On va être sur Facebook, on le verra dans les slides qui vont suivre,
par exemple pour le grand public, pour des communications un peu plus larges, alors que sur Twitter, on va viser beaucoup, comment on les appelle, je ne veux pas dire les influenceurs, mais les leaders d'opinion. Sur YouTube, évidemment, comme vous, on va essayer de partager des vidéos, les utiliser sur nos plateformes, mais aussi utiliser tout le potentiel viral à partir donc de YouTube, LinkedIn et Google+, bien évidemment, Google+, surtout pour le référencement, mais on y va de plus en plus. Téléthon, on y viendra au mois de décembre et c'est l'illustration parfaite donc d'une association caritative donc qui utilise ce potentiel-là au moment phare donc de l'événementiel et qui connecte tous ces outils en exemple, dans l'exemple que vous voyez, en utilisant donc le potentiel des stars pour le grand public en exclusivité sur certains réseaux, notamment sur Facebook. Ici, sur Pinterest, en partenariat avec une entreprise, toujours pour marquer cette stratégie éditoriale au moment de l'événement, mais aussi différenciée par rapport à Facebook et par rapport à Twitter. Un parcours qu'on essaye, qui s'avère et qu'on essaye d'optimiser du like au don. Comment est-ce qu'on fait du don grâce à Facebook? Est-ce qu'on fait du don sur les réseaux sociaux? Oui, on commence par travailler nos communautés, avoir plus de personnes qui nous soutiennent, qui deviennent fans, des followers, mais aussi qui sont des slacktivistes, des pétitionnaires, les qualifier donc au regard de nos bases internes de donateurs, de prospects, d'adhérents, trouver sur chaque plateforme, sur chaque réseau, ceux qui sont capables d'aller faire avec nous ce travail de fédération, donc toujours aller vers le plus grand nombre, les mobiliser. Et si on a des outils qui permettent de collecter, les transformer en ambassadeurs pour nous, merci, et ou collecter directement auprès du grand public. Une synergie des supports. On a vu le web aujourd'hui, c'est le web mobile. Donc ce n'est plus demain, on disait demain l'année dernière, mais aujourd'hui, c'est déjà aujourd'hui. Il y en a qui font déjà près de plus de 50% de leur trafic sur du mobile. Donc l'heure est à la synergie des supports, à la socialisation aussi des supports, passant par le site, les emailing, les newsletters, tous les contenus que nous créons, nos modules de paiement, comment faire en sorte, ce sont ces questions qui se posent pour nous, pour que non seulement ces modules puissent être adaptatifs, multi-supports, mais aussi puissent être socialisés. On insiste beaucoup sur le partage et la recommandation. On a la chance dans ce secteur de ne pas avoir, souvent comme vous, un positionnement SAV sur les réseaux. Donc, pour peu qu'on peut créer du contenu à forte valeur ajoutée, parce que ceux qui y sont, ils y sont et ils veulent partager des contenus, pas parce que on est fan de Médecins du Monde ou de la Croix-Rouge, mais parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à partager dans le cercle d'amis. Donc, on met les outils, mais aussi on adapte les contenus qu'il faut pour inciter à la viralité, pour inciter à l'inscription et pour permettre l'engagement, un engagement fort par rapport à la marque. On parle beaucoup d'ICRM, on oublie le social CRM, mais on ne peut plus aujourd'hui parler d'ICRM sans concevoir déjà une stratégie CRM au global omnicanal, mais une stratégie ICRM et social CRM qui tiennent compte de la qualification et de la segmentation donc, de nos bases. On passe par ce genre d'études, mais on va encore de façon plus approfondie dans du scoring, dans l'analytique,
dans différents processus que vous connaissez, avec différents outils qui existent aujourd'hui et qui permettent donc depuis les prospects, donc de gérer la relation prospect online, de gérer la relation donateur également. Donc on est beaucoup là-dessus. On est aussi sur l'écoute, on teste beaucoup, vous verrez, il y a des associations, je ne vais pas citer des noms, qui testent énormément. En même temps, on teste, on innove, on crée pour pouvoir accroître l'engagement des communautés, parce que nous savons que, in fine, même si on vise ou la signature d'une pétition ou le don pour soutenir nos actions, il faut pouvoir susciter l'engagement pour qu'on ait ce retour-là une fois que nos sympathisants sont engagés. Et la mise en place, enfin, d'outils et d'applications de collecte. On remarque l'exemple qu'on donne dans le secteur le plus, c'est de Charity Water, qui collecte à l'international, qui est une ONG américaine, qui a su transformer ces communautés en collecteurs. C'est-à-dire, Charity Water a pu mettre en place des outils, a pu mettre en place une plateforme qui se sert donc de Facebook, de Twitter et des autres réseaux sociaux pour driver du trafic sur sa propre plateforme, mais surtout pour donner des outils pour que les sympathisants puissent aller chercher dans leur réseau pour pouvoir collecter pour Charity Water. Et tout le monde, plus ou moins, essaye d'imiter Charity Water. On le voit, vous remarquerez sur certaines pages sur Facebook, page de MAC dans le caritatif, qu'on met en place déjà des outils pour permettre de collecter directement depuis Facebook, par exemple. En définitive, les points sur lesquels nous faisons très attention, c'est l'importance du moment où nous entreprenons une campagne. Est-ce que c'est en période d'urgence, parce qu'il y a une catastrophe, une médiatisation très forte, et donc c'est en ce moment-là qu'on va mettre en place des actions en ciblant toujours par stratégie éditoriale ciblée par plateforme, donner des outils et donner des objectifs à ceux que nous avons identifiés comme influents et à toute la communauté, les motiver, créer des contenus à forte valeur ajoutée, je le répète, pour des contenus innovants, pour pousser à la viralité, et puis collecter des données chaque fois qu'on a la possibilité donc de créer un Facebook Connect, un Twitter Connect et tout ce que vous savez, de pouvoir collecter des données par nos formulaires et de les intégrer donc dans cette stratégie globale d'ICRM. La question, est-ce qu'on collecte, on fait du don sur Facebook, est-ce qu'on fait du don avec les réseaux sociaux? Oui. La réponse c'est oui, mais ça ne se passe pas exactement, sauf des exceptions rares comme le Téléthon et autres associations. Ça ne se passe pas sur Facebook, ça se passe sur des plateformes communautaires comme Helloasso, du crowdfunding, on en parle de plus en plus aujourd'hui, et sur des outils qui permettent de mettre en place des défis, mais qui permettent surtout aux sympathisants qu'on a pu engager de collecter au nom des associations. Merci. Merci. Si on devait conclure assez vite, tout ce qu'on s'est dit. Si on devait conclure assez vite, pour faire avant ce qu'on a dit, c'est que la fameuse convergence. Pardon ? C'est mieux là ? Dépasser l'heure. C'est mieux ? Oui, là ça va, pardon. Oui, pour dire différemment ce qu'on a dit auparavant, pour expliciter, votre client, votre prospect, votre donateur, la convergence, pour lui, ça ne lui pose pas de problème. Il utilise de plus en plus d'outils pour accéder à des plateformes différentes sur lesquelles il passe de plus en plus de temps. Et le fameux parcours d'achat
Le fameux cycle d'achat, il s'est complexifié. On ne va pas passer des heures à reparler du fameux Zero Moment of Truth théorisé par Google, mais auparavant c'était assez simple. On suivait un parcours d'achat assez linéaire, où il y avait des moments de vérité, où on allait, une fois qu'on avait généré un intérêt pour un produit ou un service, on allait vérifier dans un point de vente ou sur un site internet s'il correspondait, et puis ensuite on devenait acheteur, et de manière un peu solitaire et linéaire, ça se passait très bien. On avait, en tant qu'acheteur, une relation tout à fait bilatérale avec le produit ou la marque, et tout ça confortait potentiellement la fidélisation. Sur le slide suivant, ce que nous dit Google, c'est qu'avec le bruit créé par les avis clients, les réseaux sociaux, et tout ça étant largement accéléré par les usages sur le web mobile, nos fameux canaux que sont le petit pouce des réseaux sociaux et le smartphone viennent à des moments assez critiques, ou bien de réassurance, ou bien de confirmation d'un achat dans le fameux cycle d'achat théorisé par Google. Ils viennent rapporter un petit peu de confiance dans ce fameux Zero Moment of Truth tel que Google le voulait. On sait qu'ils sont profondément complémentaires. Et cette convergence qu'on voit, on peut peut-être passer sur le slide suivant si tu veux, cette convergence qu'on voit très forte entre le mobile et les réseaux sociaux, c'est le fait effectivement que l'équipement mobile a explosé, c'est le fait que les apps créées par les réseaux sociaux ou autour des réseaux sociaux sont plutôt bien foutus. C'est le fait que les réseaux sociaux sont devenus et se sont ancrés durablement comme des carrefours d'audience assez massifs, et que c'est assez naturel que dès l'instant où on a un mobile et un peu de temps libre, on prête un œil aux notifications pour aller voir ce que nos relations ou nos amis ont posté. Mais on sait aussi que quelque part, ces outils-là jouent dans le cycle d'achat et jouent dans la relation client et sont des éléments importants d'entrée dans un tunnel de conversion. Naturellement, c'est des éléments importants qui ne vont pas fonctionner tout seuls. Et si on les utilise en silo, ils ne vont pas beaucoup se parler. Et en termes de conversion d'utilisateurs ou de clients, ils ne vont pas produire beaucoup d'effets. Ils doivent être connectés au site d'atterrissage, responsive naturellement. Ils doivent être connectés au web to store en magasin quand on a des points de vente. Ils doivent être connectés naturellement et éminemment avec l'ICRM pour que l'emailing joue son rôle non pas de spammer, mais bien de consolidateur dans la relation qu'on a avec un client et un prospect. Ils doivent naturellement venir alimenter la donnée centrale, pas la big data, hein, la simple bonne vieille data qui va vous permettre de consolider vos fans en prospects, vos prospects en clients, vos clients en clients fidèles en ambassadeurs, etc. etc. Voilà, on a des fabuleux outils. Il ne faut pas se tromper. L'utilisateur individuel, le consommateur, il les a depuis assez longtemps pris en main de manière beaucoup plus naturelle et somme toute, et c'est normal, de manière beaucoup plus rapide que nos organisations, que ce soit des entreprises marchandes ou que ce soit des ONG. Pour la plupart, on est tous en train de courir après les profonds changements qu'il y a eu de manière récente dans les comportements consommateurs. Les outils sont là. Je ne sais pas s'il nous reste un slide. Non ? Oui ? Et ben voilà. Et on a fini. Merci beaucoup de votre attention. Je crois qu'on a un peu dépassé. Désolé. Il y a peut-être du temps quand même pour les questions. Il y a peut-être 2-3 questions. On est un petit peu en retard, mais ce serait avec plaisir, naturellement. Une question derrière. Merci, j'avais une question à propos de... on parlait de nouveaux clients acquéris grâce aux réseaux sociaux, qu'ils ont un boost de 34%. Est-ce que ça ne sera pas intéressant d'évaluer quelle partie joue Facebook en ça, grâce aux évolutions de la pub qu'il y a eu sur le fameux newsfeed il y a 1 an et demi, c'était pas possible de mettre des liens qui sortaient de Facebook, etc.
Et peut-être ça serait intéressant de faire un focus Facebook sur ces pourcentages pour mieux la comprendre. Je ne sais pas si ça a été fait déjà. Non, c'est de donner. On a eu le résultat de cette étude assez tard et on les a exploités de manière tout à fait récente. Et comme je le disais, on n'en a pas exploité 5%, ni même 3%, parce qu'il y a beaucoup de données. C'est une très très bonne remarque, parce que c'est vrai, et indépendamment de ce que les internautes ou les mobinautes disent de la publicité sur Facebook, on l'a tous, sur Facebook et sur d'autres réseaux sociaux, mais notamment sur Facebook, on l'a tous testé, tactiquement, ça marche. Et c'est d'un très bon ROI. Donc effectivement, ce bond qu'on voit dans la proportion des gens qui disent oui, je suis devenu nouveau client d'une marque grâce aux réseaux sociaux, sans forcément préciser grâce à ça, ça peut notamment s'expliquer par des campagnes de génération de trafic ou carrément de vente en direct motorisées par des pubs Facebook. C'est tout à fait possible. Ça peut être lié aussi, on est passé assez rapidement sur quelque chose, sur un slide que tu as présenté, Géraud, il y avait un chiffre qui, moi, m'a surpris. Il y a 39% des répondants qui disent « Ouais, je me suis déjà inscrit sur un site, j'ai déjà créé un compte client avec un bouton Connect. » 39%. Intuitivement, j'aurais pensé moi. Est-ce que ce genre de comportement, ça rentre aussi dans les raisons qui font dire aux gens, à 34% des gens, oui, effectivement, je suis devenu nouveau client d'une marque grâce aux réseaux sociaux, peut-être. Ce qu'il faut intégrer, quand je disais que la convergence n'était déjà plus une question pour les utilisateurs et pour les consommateurs, c'est ça. C'est que ces phénomènes-là, ça semble naturel. Cliquer sur un bouton Connect plutôt qu'entrer des données dans un formulaire pour créer un compte, quelle que soit la vocation de ce compte, que ce soit pour rejoindre une communauté, pour accéder à un contenu, pour ouvrir un panier, 39% des gens disent « oui, c'est bon, ça m'arrive et je vis très bien avec ça ». Donc voilà, dans 2 ou 3 ans, ces nouveaux comportements, on le sait, ils vont être majoritaires, voire lourdement majoritaires. 2 ou 3 ans, ça va assez vite à l'échelle des organisations qui sont les nôtres. Ça va assez vite pour adopter, ça va même parfois un peu trop vite, pour adopter une vraie vision complètement, non pas multicanal, non pas pluricanal, mais omnicanal, avec la fameuse donnée qui va tout piloter pour faire parler tout ce qu'on peut collecter comme information sur tous les canaux digitaux qui rentrent en jeu dans la relation avec nos clients. Mais effectivement, l'impact de la pub sur Facebook, pour revenir à votre question, elle est forte. Et quelle que soit la manière dont la pub, sa pertinence est perçue, elle est cliquée et on l'a tous vécu. Ouais. D'autres questions? Ouais. On essaye d'être bref dans les réponses, si possible. Bonjour. Ma question s'adresse à Géraud concernant la e-collecte de dons. Il y a eu un effet nouveauté pendant un certain temps de pouvoir donner des dons par les réseaux sociaux, en tout cas à partir des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a une grosse concurrence. Du coup, est-ce qu'il vous suffit de faire une campagne d'e-collecte pour que ça marche, ou est-ce que les performances de dons récoltés diminuent? Est-ce que vous observez ce type de problématique et comment vous faites pour continuer à être vu malgré maintenant le nombre de campagnes de fundraising, etc. Oui, il faut dire qu'on a de la concurrence avec toutes les plateformes qui arrivent sur Internet. Et ça n'impacte pas directement pour l'instant, mais notre démarche, c'est d'aller là où il y a des donateurs, quelle que soit la forme de don. Donc, vous verrez les grandes associations se mettre sur le crowdfunding. Ça demande beaucoup de travail pour pouvoir le faire, mais il faut y être. Donc, on suit de très près tout ce qui se passe, parce que si on ne suit pas, encore une fois, ce sont les usages qui vont nous devancer et qui vont mettre en péril les missions de ces associations et peut-être reléguer finalement le financement au seul financement institutionnel qui déjà s'amenuise. Donc, on est obligé d'aller suivre, de ne pas voir la concurrence, mais de faire avec, d'aller sur cette nouvelle plateforme. Bien, merci. Merci. Monsieur Pépin, peut-être, oui. pouvez-vous rappeler sur quel site nous pourrons consulter l'ensemble des résultats présentés ce soir? Ils seront accessibles. C'est une étude, je le répète, créée par et pour le SNCD, dont l'adresse internet pour le site officiel, c'est sncd.org. Et sur le sncd.org, on va trouver le slide share, un lien vers le slide share du SNCD.
Donc, très bientôt. Non, le point de contact, c'est SNCD, c'est effectivement sncd.org, ou si certaines ou certains d'entre vous veulent récupérer la présentation, il suffit que vous nous laissiez. Vous l'avez eu en primeur ce soir, en tout cas. Ah oui, en primeur, tout à fait. Alors, il y aura d'autres épisodes à ce feuilleton-là, sur d'autres conférences, notamment sur VAD Expo d'ici à peu près un mois, parce que, comme je le disais, on n'a fait qu'exploiter la riche masse de données qu'il y a derrière cette étude. Merci à toutes et à tous pour votre attention et votre patience. Merci.